Il y a un paradoxe assez terrifiant, en fait, quand on y pense. Ah oui, à quel niveau? Chaque fois qu'une personne se lance dans un régime choc, vous savez, ces régimes extrêmes, et réussit à faire fondre son ventre super rapidement, eh bien, il est fort probable qu'elle soit littéralement en train d'empoisonner son propre sang. C'est violent dit comme ça, mais oui, c'est la réalité clinique. C'est le genre de fait qui va totalement à l'encontre de tout ce qu'on nous a toujours appris, quoi. Notre société entière est complètement obsédée par la région abdominale. Oh que oui, c'est clair. Qu'on souhaite un ventre ultra plat, qu'on cherche à sculpter des abdos d'acier ou simplement qu'on ressente de la frustration devant le petit bourrelet qui déborde de la ceinture, c'est vraiment la zone qui concentre toutes les angoisses esthétiques. Et pour la maîtriser, eh bien on part en guerre. C'est le terme exact. On déclare une guerre ouverte à notre métabolisme, à grand renfort de privation calorique extrême et surtout de beaucoup de culpabilité. Toujours, ouais. Le problème de cette approche martiale, c'est qu'elle repose sur une vision de l'anatomie qui est aujourd'hui totalement obsolète. La science médicale moderne démontre de manière implacable que dans cette bataille contre le ventre, nous luttons en réalité contre notre propre camp. Et c'est ce qui rend notre immersion d'aujourd'hui si cruciale. Si on veut vraiment comprendre ce qui se passe sous notre nombril et pourquoi ces guerres finissent quasiment toujours par un échec ou un effet yo-yo, il faut intégrer une découverte qui honnêtement bouleverse les manuels de médecine. Absolument. C'est un vrai changement de paradigme. Pendant très longtemps, on a considéré que le corps humain comptait 76 organes. Or, ce chiffre est faux. Nous en avons 78. Exactement. La science a officiellement promu 2 entités au rang d'organes à part entière. Et le truc fou, c'est que ces 2 géants logent précisément dans notre abdomen. Oui, il s'agit de l'adipocytome, qui désigne l'ensemble de notre tissu graisseux, et du microbiome, qui est notre gigantesque flore intestinale. Donc le gras est un organe. L'objectif de cette exploration en profondeur n'est pas de faire un énième cours magistral, mais d'offrir une clé de compréhension à quiconque se sent épuisé par les injonctions à la minceur. Tout à fait. Car la réalité physiologique pose une question vertigineuse pour les personnes qui nous écoutent. Et si l'incapacité à perdre du poids, ou même les difficultés à gérer le stress au quotidien, n'avaient absolument rien à voir avec un manque de volonté? C'est déculpabilisant en fait. Complètement. Et si ces échecs étaient simplement le symptôme d'un conflit de communication dramatique avec ces deux nouveaux organes? Bon, décortiquons un peu tout ça car il y a beaucoup de fausses croyances à déconstruire. Commençons par ce premier organe, l'adipocytome, la graisse. Dans l'imaginaire collectif, le gras, c'est inerte. Ouais, on voit ça comme une masse morte. C'est ça. On imagine que c'est un sac, un matelas de stockage passif où s'entasse tout ce qu'on a mangé en trop à Noël. Cette image du fameux sac de stockage est super tenace parce qu'elle correspond à ce qu'on observe à l'œil nu en fait. Mais à l'échelle cellulaire, sous l'objectif d'un microscope, le tissu adipeux est une véritable fourmilière biochimique. Ah oui, ça vit là-dedans. Oh que oui! L'adipocytome est un organe glandulaire d'une complexité ahurissante. Il est composé de milliards de cellules vivantes, qu'on appelle les adipocytes, et ces cellules passent leur temps à synthétiser des centaines d'hormones différentes. Attendez, la graisse fabrique des hormones? Oui, elles communiquent constamment, elles évaluent les réserves d'énergie et elles envoient des signaux directs au cerveau pour ajuster notre appétit et notre métabolisme de base. Ce n'est pas juste du stockage. C'est un peu comme si, en regardant une autoroute, on avait toujours pensé que tous les véhicules étaient d'immenses camions de déménagement garés sur le bas-côté, attendant d'être vidés. C'est une bonne image, oui. Alors qu'en réalité, il y a certes des camions de stockage, mais il y a aussi une flotte entière de voitures de sport ultra nerveuses qui patrouillent au milieu. Exactement. L'analogie illustre parfaitement la dualité de ce tissu. La médecine distingue en effet la graisse blanche, qui correspond à vos camions de stockage lourds, et la graisse brune, qui s'apparente aux voitures de sport. D'accord, donc blanc et brun. C'est quoi la différence au microscope? Les adipocytes blancs possèdent une énorme vacuole, c'est une sorte de grosse bulle interne pour emprisonner et stocker les lipides. À l'inverse, les adipocytes bruns ne sont pas du tout conçus pour stocker. Ils font quoi alors? Ils sont remplis de petites usines cellulaires qu'on appelle les mitochondries. Ces mitochondries sont très riches en fer, c'est d'ailleurs ça qui donne cette couleur brunâtre au tissu, et leur fonction exclusive, c'est de brûler l'énergie à un rythme effréné pour générer de la chaleur. Comme un radiateur intégré? C'est exactement ça, c'est ce qu'on appelle la thermogénèse. Il y a d'ailleurs un cas clinique documenté dans les années 80 qui démontre la puissance phénoménale de ce mécanisme chez l'être humain. Ah, je crois que c'est une histoire de survie en mer, non? Quelque chose dans les eaux nordiques.
j'ai un vague souvenir. C'est ça. Cela s'est passé en 1984, au large de l'Islande. Un chalutier a fait naufrage au milieu de la nuit dans un océan glacial. L'eau frôlait le 0 degré. Ah là là, à 0 degré, c'est terminé. C'est une température où l'hypothermie foudroyante tue un humain normalement constitué en quelques dizaines de minutes. Malheureusement, presque tout l'équipage a péri, sauf un marin. Il a survécu combien de temps dans l'eau? Il a nagé dans cette eau mortelle pendant 6 heures ininterrompues. 6 heures? Oui. Et après, il a même atteint la côte et marché pieds nus sur la roche volcanique gelée pour trouver du secours. Quand des chercheurs londoniens l'ont examiné par la suite pour comprendre comment il avait pu physiologiquement survivre à ça, ils ont découvert que son organisme possédait une densité extraordinaire de graisse brune. C'est complètement fou. Son corps a littéralement allumé une chaudière industrielle pour empêcher ses organes vitaux de geler. Il a fonctionné comme une centrale thermique. Ce qui est fascinant ici, c'est que la recherche a ensuite identifié une troisième forme de tissu adipeux. Encore une couleur? Oui, la graisse beige. En fait, la graisse beige n'est pas une entité distincte à l'origine. Ce sont de simples cellules de graisse blanche, vos camions de stockage, qui, sous l'effet de certains stimuli de l'environnement, se mettent à fabriquer des mitochondries. Donc elle se transforme. Voilà, elles brunissent. Le corps humain est donc tout à fait capable de reconvertir ses propres camions de stockage inactifs en usines de combustion d'énergie. Attendez, il y a une faille logique évidente ici. Je vous écoute. Si notre organisme est équipé d'une machinerie aussi brillante, capable de transformer sa propre graisse pour brûler des calories, pourquoi s'acharne-t-il si souvent à accumuler d'énormes bouées de graisse blanche autour du ventre? Ah, la fameuse question. Bah oui, on pense à la fameuse répartition en pommes, très classique chez beaucoup de gens. Pourquoi la nature choisit-elle un stockage de masse si elle sait parfaitement comment le brûler? C'est parce que nous ne comprenons pas la fonction secondaire de la graisse blanche. Au-delà du simple fait de stocker de l'énergie, l'adipocytome agit comme un gigantesque filtre de protection, une sorte d'aspirateur à toxines, pour être précis. Un aspirateur à toxines. Oui. Vous savez, notre environnement moderne est saturé de polluants très spécifiques. Les résidus de pesticides, les perturbateurs endocriniens provenant des plastiques, comme le fameux bisphénol A, ou encore les polluants organiques persistants, les tristement célèbres POP. D'accord, on en avale et on en respire tous les jours. Exactement. Et la particularité chimique de toutes ces toxines, c'est qu'elles sont lipophiles, c'est-à-dire qu'elles détestent l'eau, mais elles sont chimiquement attirées par les graisses. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Vous êtes en train de dire que la graisse blanche agit comme une grosse éponge pour capter ces poisons avant qu'ils ne fassent des dégâts ailleurs? C'est son rôle sacrificiel. Le tissu adipeux peut concentrer et séquestrer jusqu'à 530 fois plus de polluants que notre circulation sanguine. 530 fois. C'est énorme. Face à une invasion de toxines qui menace le cerveau, le foie ou le système nerveux, le corps utilise son plan d'urgence. Il dilue le poison. Les adipocytes blancs se gorgent de lipides pour emprisonner ces molécules chimiques toxiques. Donc la graisse nous protège activement. Oui. Et si la charge polluante augmente trop, le corps va même jusqu'à fabriquer de nouvelles cellules graisseuses, uniquement pour avoir plus de coffre-fort où enfermer ses déchets. Ok, je me fais l'avocat du diable une seconde. Si accumuler de la graisse est une stratégie de survie pour nous isoler des toxines, alors logiquement, être en surpoids devrait être le signe d'une santé de fer, d'un bouclier impénétrable. On pourrait le penser, oui. Pourtant, toutes les données médicales prouvent que l'obésité entraîne de graves problèmes de santé. Comment on explique ce paradoxe? C'est parce que ce mécanisme de défense a un point de rupture. C'est une solution d'urgence, à court terme, qui n'a pas du tout été conçue par l'évolution pour subir l'exposition chronique et massive de notre monde industriel. Le système finit par saturer. Voilà. Quand le tissu adipeux est poussé au-delà de ses limites de stockage, les cellules s'asphyxient, certaines meurent, et l'étanchéité du coffre-fort cède. Mais pire encore, ce point de rupture est souvent provoqué artificiellement par les fameux régimes express. Ah, on en revient à l'intro. C'est ce qu'on disait au tout début. On fait fondre le bouclier. En forçant le corps à brûler brutalement de grandes quantités de graisse blanche avec un régime hypocalorique sévère, on détruit soudainement les coffres-forts. Et tout sort d'un coup. Exactement. Des années d'accumulation de pesticides et de perturbateurs endocriniens sont relargués massivement, d'un seul coup, dans la circulation sanguine. C'est terrifiant. Et le système immunitaire, en détectant cette marée de toxines dans le sang, déclenche des signaux d'alerte dans tout le corps. Des globules blancs spécialisés infiltrent les tissus.
Cela crée une inflammation chronique de bas grade. C'est quoi la différence avec une inflammation normale? Ce n'est pas une inflammation aiguë avec de la fièvre et des rougeurs. C'est un feu silencieux qui abîme les cellules en continu. Et c'est précisément cette inflammation systémique qui bloque les récepteurs à l'insuline, ouvrant la porte au diabète de type 2, et qui ordonne au corps de stopper immédiatement la perte de poids pour arrêter l'hémorragie toxique. D'où le fameux palier où on n'arrive plus à maigrir. C'est une mécanique de survie d'une logique implacable. Mais bon, l'adipocytome ne prend pas toutes ses décisions en vase clos si je comprends bien. Non, il communique en permanence. Pour orchestrer cette gestion des graisses, des toxines et de l'énergie, il est connecté au second organe géant de notre ventre, le microbiome intestinal, un écosystème d'environ 1,5 kg, abritant 100 000 milliards de bactéries. Oui, 100 000 milliards. Pour saisir l'ampleur de cette connexion, il ne faut vraiment pas imaginer le microbiome comme une simple cuve de digestion. Il faut plutôt regarder les travaux en écologie forestière. La forêt? Quel rapport? Pensez au réseau mycorhizien, ce maillage de champignons souterrains qui relie les racines des arbres. Dans une forêt, grâce à ce réseau, un arbre attaqué par des insectes peut envoyer des signaux chimiques d'alerte à un autre arbre situé à plusieurs dizaines de mètres pour qu'il se protège. L'Internet de la forêt. C'est ça. Nos bactéries intestinales agissent exactement comme ce maillage de champignons. Elles forment un super organisme qui communique avec nos cellules adipeuses, mais qui dialogue aussi à chaque milliseconde avec notre cerveau. Le fameux axe intestin-cerveau. Et ce dialogue passe par une véritable autoroute biologique, non? Le nerf vague. Absolument. Le nerf vague est le câble principal. Ce qui est fascinant quand on explore les études récentes, c'est de réaliser à quel point ce sont nos bactéries qui tiennent le volant sur cette autoroute. J'ai le souvenir de ces expériences de transplantation fécale chez les rongeurs. Les expériences sur le stress sont Oui, où des chercheurs ont prélevé la flore intestinale d'une souris génétiquement anxieuse pour l'implanter dans le système digestif d'une souris parfaitement sereine. Hmm. Le résultat est glaçant en fait. La souris calme développe immédiatement des troubles de l'anxiété. Mais biologiquement, comment une bactérie dans mon côlon peut-elle dicter l'anxiété dans mon cortex cérébral? Et l'explication se trouve dans la production de nos neurotransmetteurs. Prenez la sérotonine par exemple. On l'appelle souvent l'hormone de la sérénité et de la régulation de l'humeur. On l'associe toujours au cerveau, celle-là. On pourrait le penser. Mais en réalité, 95% de la sérotonine de notre corps est produite dans nos intestins. 95%, waouh! Les bactéries de notre microbiome synthétisent les précurseurs de ces molécules psychoactives. Le nerf vague n'est pas un simple câble descendant, c'est une voie neuronale où 80% des informations voyagent de bas en haut, du ventre vers le cerveau. Ce sont les bactéries qui informent le cerveau de l'état d'urgence ou de sécurité de l'organisme. C'est un peu elles les patronnes, finalement. En grande partie. Et parmi toutes ces espèces, la recherche se concentre d'ailleurs beaucoup sur une sentinelle particulièrement vitale, la bactérie Akkermansia mucinifila. Ah, Akkermansia. Son nom circule pas mal en ce moment dans les médias de santé. On la décrit parfois un peu légèrement comme une bactérie qui fait du homestaging intestinal pour faire joli. Oui, j'ai entendu ça. Mais son rôle physiologique semble bien plus défensif que ça, non? L'analogie du décorateur d'intérieur est en effet trompeuse car elle sous-entend un aspect purement superficiel. En réalité, Akkermansia s'apparente plutôt à un bataillon d'ingénieurs du génie civil spécialisé dans la construction de barrages. Des ingénieurs du barrage, carrément. Elle élit domicile exclusivement dans la couche de mucus qui tapisse notre paroi intestinale. Son travail consiste à épaissir, fortifier et réparer ce mur de mucus. Pourquoi c'est vital? Parce que si ce mur s'affine, la paroi devient perméable. Mais ça, c'est la porte ouverte aux toxines. Exactement. Des fragments de bactéries mortes, appelés endotoxines, fuient l'intestin et s'infiltrent dans le sang. Ce qui déclenche immédiatement la fameuse inflammation de bas grade dont nous parlions tout à l'heure. Or, les études cliniques montrent que chez les individus souffrant de troubles métaboliques sévères ou d'obésité, cette bactérie ingénière a souvent presque totalement disparu. Le barrage cède, les toxines passent, l'inflammation s'embrase et la graisse panique pour tout stocker. C'est un effondrement systémique total. C'est l'effet domino. Et si on relie ça à une vision plus globale, on réalise que notre mode de vie moderne est un véritable rouleau compresseur pour cette biodiversité microscopique. L'alimentation ultra transformée, le stress constant, les cures d'antibiotiques à répétition, on provoque littéralement un événement d'extinction de masse à l'intérieur de nos propres organes. Le terme n'est pas trop fort. Face à ce constat clinique, comment on inverse la tendance?
Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement au quotidien? Si lutter avec des régimes hypocaloriques ne fait qu'aggraver la toxicité, quelle est la méthode pour restaurer cette écologie interne? Il y a une véritable approche de réhabilitation corporelle à mettre en place, j'imagine. Tout à fait. L'approche scientifique actuelle s'apparente à de la restauration écologique, qui est fondée sur 4 piliers concrets et interdépendants. Le premier point d'action concerne évidemment le ravitaillement de cet écosystème. La nourriture. Oui. Pour que les populations bactériennes bénéfiques, comme notre fameuse Akkermansia, puissent prospérer et reconstruire le barrage, il faut leur fournir leur carburant exclusif, les fibres prébiotiques. On entend le mot fibre en permanence, manger des fibres, bon. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe chimiquement quand on mange un artichaut, des lentilles ou une banane un peu verte? Ce qui se passe, c'est une fermentation. Vous voyez, l'estomac humain est incapable de dégrader ces fibres complexes. Elles voyagent intactes jusqu'au côlon, où elles servent de festin monumental aux bactéries. Donc on ne les digère pas nous-mêmes. Non, on nourrit nos bactéries. En digérant ces fibres, les bactéries produisent ce qu'on appelle les acides gras à chaîne courte, dont le plus puissant est le butyrate. Le butyrate est une molécule extraordinaire. Il répare les cellules de l'intestin, coupe l'inflammation à la source et traverse même la circulation sanguine pour envoyer un signal de satiété direct au cerveau. C'est magique. Et dans cette stratégie d'alimentation, le mécanisme de digestion lui-même est fascinant, avant même que ça n'arrive dans le ventre. On sous-estime toujours le rôle physique de l'alimentation, à commencer par la mastication. On ne mâche plus assez, c'est vrai. Mâcher une vingtaine de fois chaque bouchée, ce n'est pas qu'une règle de bienséance à table. D'un point de vue neurologique, la pression mécanique des dents libère de l'histamine dans le cerveau et ça signale à l'hypothalamus que l'apport énergétique est en cours. Ça déclenche le sentiment de satiété avant même que l'estomac ne soit tendu. C'est de la pure ingénierie de communication. Le corps est une machine très bavarde. Et puis, il y a aussi l'ajout d'ingrédients thermogéniques, comme le piment, avec sa capsaïcine, qui stimule cette fameuse dépense d'énergie. Ce qui nous ramène directement au deuxième pilier, l'un des moyens les plus puissants pour activer notre métabolisme, un moyen que notre Islandais naufragé connaissait bien, le froid. Ah, le froid, c'est en effet un levier physiologique majeur. Vous savez, la biologie évolutive humaine n'a pas du tout été programmée pour vivre dans des intérieurs climatisés à 21 degrés toute l'année. Ce confort thermique permanent met notre graisse-boule en sommeil. Elle s'ennuie, donc elle dort. Exactement, en introduisant des chocs thermiques contrôlés, que ce soit en terminant sa douche par un jet d'eau fraîche, en abaissant la température de la chambre la nuit ou en pratiquant un exercice en extérieur avec une couche de vêtements en moins, on déclenche une cascade hormonale. Le corps se réveille. Le froid provoque la libération de noradrénaline. Cette hormone se fixe sur les récepteurs de nos cellules de graisse blanche et elle leur ordonne de fabriquer des mitochondries. C'est ce signal chimique précis qui initie le fameux brunissement de la graisse, transformant le tissu de stockage en tissu de combustion. C'est incroyable de se dire qu'une simple douche fraîche peut reprogrammer nos cellules. Mais tout ce bel édifice biochimique, toute cette énergie dépensée par la graisse brune, peut s'effondrer si on néglige le troisième pilier. Un pilier qui agit dans l'ombre, notre cycle de sommeil. Ah oui, le sommeil est le grand régulateur. C'est parfois difficile de comprendre la mécanique exacte entre le fait de faire une nuit blanche ou une insomnie et la prise de masse grasse sur le ventre. La mécanique est pourtant hormonale et fulgurante. Le manque de sommeil est interprété par le cerveau primitif comme une menace imminente, un stress majeur de survie. Pour y faire face, le système dérègle immédiatement 2 hormones clés. Lesquels? D'un côté, il effondre la production de leptine. La leptine, c'est le signal envoyé par nos cellules graisseuses pour dire « tout va bien, les réserves sont pleines, on arrête de manger ». Donc l'alarme de satiété est coupée? Coupé. Et de l'autre côté, il fait exploser les niveaux de gréline, une hormone sécrétée par l'estomac qui hurle le cerveau de trouver de l'énergie rapide. Physiologiquement parlant, une dette de sommeil ne donne pas juste faim. Elle crée un besoin chimique irrépressible pour des aliments très denses, riches en sucre rapide et en gras. C'est pour ça qu'on a envie de malbouffe après une mauvaise nuit. Le corps cherche l'énergie d'urgence pour affronter la prétendue menace. C'est tout à fait ça. C'est fascinant de voir à quel point le corps tente en permanence de nous sauver, même par des moyens complètement détournés. Ce qui m'amène au dernier volet, le 4e pilier de cette réconciliation avec notre abdomen. Un aspect beaucoup plus mécanique, plus tactile. Le toucher. Oui, au Japon par exemple, on nomme le centre du ventre le hara. C'est considéré comme le carrefour des énergies. Indépendamment des traditions spirituelles, il y a une réalité neurologique prouvée derrière le simple fait de se masser le ventre. Absolument, il y a une vraie science derrière le massage abdominal.
Quand on applique une pression mécanique douce sur l'abdomen, particulièrement par des mouvements circulaires lents, on stimule des mécanorécepteurs. Ils sont situés juste sous la peau et dans les tissus conjonctifs. Et ils font quoi, ces capteurs? Ces récepteurs convertissent cette pression physique en impulsion électrique qui voyage, devinez par où? Directement le long de notre nerf vague. Le résultat physiologique de cette stimulation, c'est l'activation immédiate du système nerveux parasympathique. La fameuse pédale de frein de notre organisme. Voilà. Dès que ce système prend le relais, la fréquence cardiaque baisse, le péristaltisme, c'est-à-dire les mouvements naturels de digestion de l'intestin, reprend normalement. Et surtout, les glandes surrénales diminuent instantanément leur production de cortisol, la fameuse hormone du stress. C'est une méthode biomécanique pour forcer le corps à sortir de son état d'inflammation et de panique. Si on rassemble toutes ces pièces du puzzle, on obtient vraiment un changement de paradigme total. Considérer son ventre comme une zone inerte qu'il faut punir, affamer ou dompter par la force, eh bien, c'est nier sa propre biologie. C'est même destructeur. La restriction brutale ne fait qu'armer le système de défense, empoisonner le sang avec des toxines relarguées et détruire les populations bactériennes protectrices. Nous ne sommes pas des commandants militaires en guerre contre notre métabolisme, nous devons plutôt adopter la posture de jardinier méticuleux, veillant à l'équilibre d'un écosystème complexe où la graisse communique avec les bactéries pour assurer notre survie. La clé de voûte de la santé métabolique réside entièrement dans cette coopération. Il ne s'agit plus de compter les calories dans l'angoisse. Il s'agit de nourrir la diversité bactérienne avec des fibres, de stimuler la vitalité cellulaire par des stress positifs comme le froid, et d'apaiser l'axe nerveux par un bon sommeil et des massages. C'est un retour à l'intelligence évolutive de notre corps. Et cela soulève une question fondamentale, presque vertigineuse, pour clore cette exploration. Si ce sont nos microbes intestinaux qui, par la libération de neurotransmetteurs spécifiques, décident de nos fringales sucrées à la tombée de la nuit, Oui, si ce sont ces mêmes milliards d'organismes qui évaluent notre seuil de tolérance au stress et modifient activement nos comportements et nos humeurs via le nerf vague, quelle est l'étendue réelle de notre libre arbitre? c'est une excellente question philosophique. Sommes-nous vraiment l'unique capitaine à la barre de notre conscience? Ou notre cerveau n'est-il finalement qu'un simple terminal exécutant les directives d'une intelligence microbienne vieille de plusieurs millions d'années? C'est une réflexion fascinante à garder en tête pour le prochain repas. Merci d'avoir partagé cette exploration avec nous. À très bientôt pour une nouvelle immersion au cœur de ce qui nous anime.